Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci d'être là dans votre magazine Bonjour d'Algérie qui vous propose une multitude de thématiques ce matin. Tout au début, nous aurons l'occasion de retrouver une représentante de l'Ambredette, agence nationale donc, de valorisation de la recherche scientifique et aussi du développement technologique, sous l'égide justement du ministère de la Recherche scientifique et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette institution vient de lancer à partir d'aujourd'hui un challenge, un concours dédié aux femmes futures entrepreneurs. Et il s'agit de mettre en lice les représentantes des écoles les plus prestigieuses de notre pays, justement pour sortir la crème de la crème parmi nos femmes futures entrepreneurs, donc qui ont du punch, qui ont des idées par milliers, en tout cas, on dira. Alors, on aura l'occasion justement d'en parler avec la représentante de l'Ambredette tout à l'heure. Et puis, justement, la femme aura une attention particulière, celle de Samira Hadjamar ce matin, qui s'intéresse à l'aspect vestimentaire, mais de nos mères et grands-mères. Bien sûr, il y a des femmes qui continuent de perpétuer cette tradition du port du hayik. En tout cas, le hayik, voilà, son histoire, comment dire, tout ce qui fait sa valeur chez nous et son authenticité, on le verra avec Samira dans un instant. Et puis, Fela Benour sera de la partie ce matin pour nous parler justement de mettre en relief un photographe, en l'occurrence. Il fait partie de cette diaspora qui nous représente si bien à l'étranger. Et puis, Yazidait Mahidine, dans sa rubrique So, mettra en relief vraiment une actualité ou alors des aspects liés au peuple palestinien en souffrance actuellement. Dans cette matinale, nous aurons le plaisir de parler de 4e art également. J'ai assisté hier et nombreux était aussi le public de cette générale dédiée à cette pièce théâtrale signée Abdelghani Chentouf pour la mise en scène. Il sera parmi nous ce matin pour nous livrer tous les détails de cette œuvre théâtrale dédiée à une thématique très difficile à traiter. Il s'agit de l'immigration clandestine. En tout cas, je suis ravie de vous servir ce matin. N'oublions pas que c'est la journée aussi de la rubrique culinaire à travers justement la cuisine algérienne mise en valeur par Soumia Zerouali dans un instant vers 9h environ. Donc comme d'accoutumé pour les plus fidèles, ils savent déjà qu'on débute toujours notre magazine avec un point météo et aujourd'hui il est signé Amel Alibi. C'est parti. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Ladia. Mon bout de nez est apparu à l'antenne et vous a fait rire. Mon petit grain de beauté aussi. Oui. Ça va Ladia, ça va. C'est toujours amusant de faire des bêtises comme ça en direct. Ça va? Début de semaine. Oui, oui. Et j'espère, en tout cas, on souhaite une bonne semaine à tous ceux qui nous suivent ce matin. Inch'Allah, on espère. Alors, cette semaine commence par une journée de quel type? C'est la calmie pour aujourd'hui. D'accord. Ça se voit sur la carte. Donc, on y va? Oui, allez-y. Merci Ladia. Bonjour à tous. C'est bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, petite accalmie se fera sentir. Sur une grande partie des régions nord, le ciel se montrera passagèrement nuageux d'ouest en est, avec toutefois quelques pluies durant la journée, mais quelques pluies éparses près des régions est. Et à noter toujours des vents forts sur les régions de l'ouest, le centre, également près des côtes est. Et puis, le ciel deviendra progressivement nuageux, mais en soirée, vers les régions côtières, proches côtières de l'ouest et le centre qui vont donner quelques pluies. La moitié sud connaîtra un ciel dégagé à partiellement voilé, puis le ciel s'ennuagera progressivement, mais cette fois-ci vers le nord des oasis, bien sûr, des nuages sans conséquence. Et à noter l'après-midi, des zones de sable vers les oasis, le Sahara central, le Sahara oriental, l'extrême sud, le Hégard, le Tassili et aussi quelques particules de sable en suspension sur le haut plateau de l'ouest et le centre, durant la journée bien sûr. Les
températures, eh bien, quant à elles, elles accuseront une baisse sensible par rapport à hier. Le minimum 10 degrés du côté d'Albeya, 12 Djelfa Tiaret, 11 degrés du côté de Constantine et Sétif, 14 à Batna, 16 degrés à Alger, 17 à Annaba, 19 Oran et Tlemcen, au sud 16 degrés à Biskra, 23 Bécha, 22 Gardaya, 26 degrés à Janet, 30 degrés Tindouf à Drar et enfin 32 degrés le maximum Bodj, Bedji Mokhtar et In Gzem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle restera très agitée, parfois forte, sur les côtes centre et est, agitée sur les côtes ouest. Des vents qui vont arriver jusqu'à 60 km/h sur les côtes est et 50 km/h sur les côtes ouest et centre. Et les vents seront de secteur ouest sur les côtes ouest et centre et ouest à nord-ouest sur les côtes est. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers l'Amérique du Nord où le temps restera plutôt nuageux à Montréal, également New York, des passages nuageux du côté de Miami, quelques pluies prévues à Dallas, plutôt dégagées en Californie ainsi qu'à Mexico. Le mercure affichera à 3 degrés du côté de Montréal, 9 à New York, 11 à Washington, 12 à Dallas, 17 en Californie et enfin 27 degrés le maximum à Mexico. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, passez une très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel, moi pour qui toutes vous ces remercie. précisions et ce voyage à travers les cartes. Voilà. Merci Amérique du encore Nord. une fois et puis passez une excellente journée. vous-même. Excellente journée, Radia. Merci. Voilà, on se quitte en musique, bien sûr, Comme avec une d'habitude. voix très douce, aussi douce que la vôtre. Merci. Elle a bercé des générations de militants et aussi de fervents, voilà, militants, je dirais, et de personnes engagées pour la cause palestinienne. Il s'agit de Maïm Al-Khalil qui a fait énormément de tournées à travers le monde pour dire, pour dire la voix de la Palestine à travers la chanson, entre autres. Une chanson en particulier qui a bercé mon enfance, Asfour, vous connaissez? Oui, oui, bien sûr. Asfour qui est pleine de sens, vraiment pleine de métaphores par rapport Exact. à cette enclave palestinienne. Alors tout de suite, c'est Oumaïm Al-Khalil qui va nous en dire plus. Voilà, le temps que les images se mettent en place, tout à l'heure sur la carte, vous aviez couvert Vancouver. Comme par hasard, on a couvert Vancouver et il y avait un beau nuage avec des pluies et 6 degrés. Exactement. Oui. Voilà, j'ai failli compléter, j'ai senti que vous vouliez le faire. Oui, non? oui, voilà. Donc, vous avez bien fait. Très bien, mais sinon, que peut-on dire? Voilà, notre équipe continue en tout cas d'accompagner par le cœur et aussi par
Ma tendre enfance, j'ai toujours aimé cette belle chanson riche en sens, riche en métaphores liées à cette situation dramatique que vit le peuple palestinien. En tout cas, c'est bien de démarrer la séquence suivante avec une voix douce, une voix féminine, puisqu'il s'agit de femmes dans un instant. Et c'est une femme qui va en parler. D'ailleurs, on est ravis de recevoir ce matin Madame Mahi Saïdani. C'est ça? Saïdoun, pardon. Madame Mahi Saïdoun Zohra, vous êtes chef de département ingénierie juridique auprès de l'Androdet. Rappelons que l'Androdet, c'est l'Agence nationale de valorisation de la recherche et aussi du développement technologique. C'est bien cela? Oui, voilà, on est ravis de vous recevoir ce matin. Je sais que c'est votre première télé, ce n'est pas évident de sortir des sons, mais vous allez quand même y arriver, j'y pense. Voilà. Je pense que vous allez quand même pouvoir nous parler de ce très beau projet. Oui. Donc voilà, de quoi s'agit-il exactement? Voilà. Donc justement, déjà merci pour l'invitation. Donc voilà, l'Agence nationale de valorisation des développements des résultats de la recherche auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, donc l'Envodet. Donc on a lancé un challenge avec l'École nationale supérieure des sciences de la mer et l'aménagement de littoral, donc l'INSMAL, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, qui aura lieu l'événement au sein de cette école le 9 mars, donc un challenge. Ce challenge est dédié aux futures femmes entrepreneurs, bien sûr en collaboration aussi avec 4 écoles supérieures. Donc il y aura l'école d'agriculture. Donc voilà, vous dites bien futur, parce qu'elles ne le sont pas encore, elles ne sont pas encore insérées dans le monde du travail, mais vous essayez de leur donner une chance, une occasion de le faire et de développer des idées à travers ce challenge. Justement. Et ce concours va être, c'est-à-dire en partenariat aussi avec 4 écoles supérieures. Donc il y aura l'NSA, l'école d'agriculture, donc l'école supérieure aussi de vétérinaire, l'ISAIA et l'école HEC de Claire. Donc ce concours... Ce sont des institutions très prestigieuses et qui vraiment offrent à l'Algérie des femmes et des hommes diplômés avec vraiment une qualité d'enseignement assez appréciable. Oui, voilà, donc là, on va voir cette crème de la crème apparaître de chacune de ces écoles lors de ce concours. Donc, ce concours a été lancé hier, donc à travers tous les réseaux sociaux et des établissements concernés, donc l'Envodet, l'ISMAL et les 4 écoles. Donc, les étudiantes intéressées, donc c'est les futures femmes entrepreneurs. Donc, ils vont s'inscrire dans une plateforme mise en ligne. Donc, jusqu'au... On peut rappeler le nom de la plateforme? C'est-à-dire, il y a un formulaire à s'inscrire au niveau de chaque site, de chaque établissement. Donc, ce formulaire sera, c'est-à-dire destiné aux jeunes étudiantes porteurs de projets innovants. Donc, voilà, ils auront la chance de s'inscrire jusqu'au 17 février, donc la date de clôture de l'événement. Donc, par la suite, on va procéder à la présélection le 18 et le 19 février et le 20, on va annoncer les résultats des présélectionnés. Par la suite, c'est-à-dire on va le 24 février procéder au coaching. Donc ce coaching va se dérouler au niveau de l'école supérieure HEC, donc en mode hybride, donc en présentiel et en ligne. Donc, ces étudiants bénéficient d'un coaching en propriété intellectuelle, management, finance, afin qu'ils puissent, le jour J, le 9, présenter leurs projets innovants devant un jury. Déjà 100% femmes, même le coaching 100% femmes, et on va élire pour chaque école un groupe d'étudiantes pour ce concours. Voilà, c'est une manière de doubler des chances à toutes ces participantes, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas individuellement les représentantes, mais ce sont des équipes qui vont se composer et affronter ce challenge ensemble. C'est bien aussi. Oui. Très bien. Très bien. Donc voilà, ça veut dire que vous donnez la chance à plus d'une femme pour la participation à ce concours. Et bien sûr, de chaque école, vous allez sortir deux groupes. Deux groupes qui vont représenter composés de 3 à 5 maximum d'étudiantes. Et à la fin, on va élire un groupe de chaque école supérieure. Donc, et justement pour c'est une première pour vous, justement, c'est une première qui a été lancée en collaboration avec plusieurs écoles. Donc, on a
C'est-à-dire, au lieu de se lancer dans un challenge à titre individuel, on a pensé pourquoi ne pas se regrouper et faire un challenge en commun. Voilà, c'est bien. Donc, ça permet aussi d'avoir c'est un échange entre, un regard sur ce qui se fait dans chacune de ces écoles. C'est bien et en espérant que ça va se dérouler au niveau de, même avec plusieurs écoles prochainement. Moi, je dis que c'est un bon coup de marketing aussi pour l'Envredette, dans la Oui, mesure bien sûr, bien où sûr. voilà, certaines étudiantes ne sont pas encore au courant du fonctionnement hors école, hors institut. Et donc, voilà, vous leur permettez, ça fait partie de vos missions, de savoir qu'il y a cet organe d'accompagnement. Et on va rappeler d'ailleurs les missions de l'Envredette. Justement, l'Envredette, d'ailleurs, la mission principale, c'est l'accompagnement des projets innovants. Et même, on est la passerelle entre le monde de la recherche et le monde socio-économique. Donc, c'est la mission principale de notre agence. Voilà, c'est-à-dire, vous permettez aussi le transfert de toutes ces idées à travers un processus d'accompagnement, donc pour justement avoir le meilleur accès à la technologie. Et puis, voilà, donc il y a différentes étapes qui sont franchies par le porteur de projet ou la porteuse de projet par la suite. Bien sûr. On peut les rappeler si ça vous dérange justement, pas. parmi les étapes, donc, ils doivent, une fois les projets sélectionnés, donc, il y aura plusieurs formations qui sont destinées aux porteurs de projet et même porteuses de projet. Donc, il y a le domaine de la formation. Donc, déjà, l'Envredette s'est lancé dans une formation en innovation qui porte sur plusieurs domaines, qui est la propriété intellectuelle, le marketing, l'innovation, la valorisation, la communication. Donc, ces modules permettent aux futures femmes entrepreneurs et même porteurs de projets de pouvoir créer leur future start-up. Voilà. La créer en toute sécurité, dans la mesure où vous parliez de propriété intellectuelle, dans la mesure où vous leur apprenez de quelle manière protéger une idée qui est nouvelle. Parce qu'il faut d'abord protéger cette idée, ensuite voir comment fonctionner par rapport au marché, les études de marché, tout ça, vous les aidez pour le faire. C'est pas mal, les aspects juridiques sont importants, on les ignore en général. Justement, c'est le module, voilà, moi-même j'enseigne ce module, donc la propriété intellectuelle, donc on enseigne aux étudiants qu'il ne faut pas divulguer leurs idées, justement, il faut les protéger avant de procéder à la divulgation. Voilà. Tout à fait. Et puis vous êtes là pour sonder les différents projets porteurs. Si une idée mérite vraiment d'être boostée, vous essayez d'évaluer grâce à vos expertises dans les différents domaines, justement. Justement, parmi les critères justement de ce concours, il y a des critères d'éligibilité. Parmi ces critères, donc, que le projet soit mature, innovant et porte sur un impact socio-économique. Voilà. Alors, revenons un petit peu à ce premier challenge. Il a un slogan qui est aussi une synthèse de toutes les thématiques que peuvent aborder les concurrents. Donc, voilà, on peut le rappeler, si ça ne vous dérange pas, on va le faire ensemble. Be Healthy Food. Donc, ça portera sur la santé alimentaire. Et puis, Be Well-being. Voilà, le bien-être. Le bien-être, de manière générale. Be Beauty. Voilà, la beauté. Ça, ce sera facile pour les femmes. Ça, c'est un domaine où les femmes peuvent exceller, effectivement. Et puis, be happy life. Voilà. Donc, là, ça concerne quoi exactement? Justement, on a choisi ce slogan parce qu'on a trouvé que c'est les points communs entre ces écoles. Donc, par exemple, l'INSMA travaille tout ce qui est produit de la mer, dans le domaine de la beauté. Il y a aussi le food. Donc, par exemple, l'UNSA de l'Hara, c'est l'agroalimentaire. Donc, l'agriculture. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour ce slogan. Donc, on a trouvé que ce slogan peut rapprocher ces 5 écoles. Alors, voilà, pour revenir aussi à ce coaching que procure à ses concurrentes, ou même de manière générale, tout au long de l'année, vous le faites, hein, l'Envredette. Voilà, c'est un accompagnement qui porte aussi sur le management du projet. C'est-à-dire, une fois qu'on a arrêté l'idée, une fois qu'on l'a protégée, on va vers des étapes encore plus importantes. Et l'Envredette sera là aussi pour offrir une autre passerelle, n'est-ce pas? Justement, l'Envredette, c'était pour information, l'Envredette est présente dans les incubateurs universitaires. Donc, justement, à travers ces incubateurs universitaires, l'Envredette participe dans la formation et le coaching
pour essayer de détecter et sélectionner des projets innovants qui peuvent être dans le futur des startups. Voilà. Oui, et vous allez jusqu'au business plan, Oui, voilà. Bien sûr, bien sûr. Business plan, donc, et donc le plan des affaires et aussi Un BMC, vous voilà. leur donnez visibilité sur les partenaires Voilà. éventuels aussi par rapport à leurs projets. Et c'est ça le but du challenge. Donc le jour J, donc le 9, donc les étudiantes devront présenter un BMC devant un jury afin de présenter leur projet innovant. Voilà, qui fera l'objet d'une création d'entreprise par la suite. Pourquoi pas. Pourquoi Une pas. start-up peut naître Voilà. de cette idée. Voilà, c'est une brillante idée, j'ai envie de dire, Voilà. par rapport à vous et par rapport aussi Et justement, ce jour, donc, l'événement va se dérouler en deux parties. La première D'accord. partie, donc, on va inviter des femmes, des success stories, qui vont parler de leur expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et la deuxième partie, bien sûr, ça sera le challenge et on va élire les lauréates. Voilà. Voilà, et quoi de mieux que justement des exemples concrets, des femmes qui ont déjà parcouru tout ce chemin et qui ont réussi à créer leur entreprise, à réussir Justement. à se placer dans un marché économique. Oui. Justement, ça sera une occasion de les présenter afin de inciter ces futures femmes entrepreneurs de, pourquoi pas, devenir eux aussi les femmes d'entreprise. Très bien. Et est-ce que ces femmes que vous avez invitées, conviées à cette cérémonie, ont pour certaines eu recours à l'Envredette à un moment donné de leur parcours? Non, Pas non, forcément. Pas forcément. Voilà, pas forcément. c'est juste pour booster un peu Voilà, la volonté voilà. de ces femmes qui vont C'est participer. des femmes modèles Oui. qui vont présenter leur expérience. Oui, c'est très Voilà. enrichissant pour les étudiantes, c'est Oui, excellent. oui. En tout cas, je sens votre enthousiasme, je Oui, sens oui, votre oui. engouement et j'imagine que c'est le cas par rapport à tout le personnel féminin de l'Envredette. Oui, oui, hein. oui. Parce que D'ailleurs, c'est- justement, c'est une fierté, j'imagine. Voilà, je remercie toutes les personnes qui ont participé à réaliser ce concours. Donc, je peux les citer. Donc, il y a Oui. Madame Mouel, donc la responsable de l'incubateur de l'INSMAL, donc Madame Laouedj, Madame Nchar, Madame Latrache, donc, et surtout ma collègue Hamidi Sara, notre responsable de communication. Oui, donc voilà, merci infiniment. Voilà, on rappelle encore à celles qui ont pris le train en marche pendant qu'on parlait, que nous parlions à l'instant d'un challenge, d'un concours lancé en faveur des femmes futures entrepreneurs. Et c'est à l'initiative justement de l'Envredette, Agence nationale du développement, de la valorisation des résultats de recherche et aussi du développement technologique. Donc représenté ici même aujourd'hui par Madame Zahra Mahi Saïdouni. Et on a été ravis vraiment d'avoir votre éclairage. Rappelez-nous seulement, vous avez un site au niveau de l'Envredette, non? Oui. Donc ils peuvent avoir, les Oui. candidates Voilà, c'est les potentiels pourraient www.envredette.dz. avoir l'information à travers, oui, rappelez. Le www.envredette.dz. Oui, merci infiniment en tout cas pour cet éclairage et bonne chance, bon vent pour toutes celles qui seraient intéressées par ce challenge et ce concours. J'espère qu'elles seront nombreuses. C'est intéressant parce qu'il y a de beaux cadeaux qui les attendent, Oui, n'est-ce pas? oui, effectivement. Il C'est y la a aussi surprise. la partie, Voilà. la partie cadeaux, récompenses, on n'en a c'est pas sûr. parlé. Ce sera la surprise de votre concours, en tout cas, mesdames. Merci infiniment à ceux qui sont avec nous. En tout cas, tout de suite, on vous propose une incursion toujours dans le monde et l'univers scientifique à travers ce reportage réalisé par notre ami Hamid Erbouh, qui, lui, s'est intéressé à l'École supérieure de l'intelligence artificielle. On vous retrouvera juste après avec d'autres invités. Restez avec nous. L'École nationale supérieure d'intelligence artificielle est un établissement d'excellence de formation supérieure à vocation de former des ingénieurs, se spécialisant dans la théorie de l'intelligence artificielle et des sciences de données. La moyenne d'accès est relativement élevée en cette école qui a ouvert ses portes au cours de l'année 2021-2022. L'École nationale supérieure en intelligence artificielle qui a été créée en l'an 2021. C'est une école d'élite qui forme des ingénieurs, on va dire de base informatique et de spécialité intelligence artificielle. Donc cette école est comme je viens de le dire, c'est une école d'élite dans un pôle d'excellence, donc regroupant plusieurs écoles
supérieures, notamment l'école de mathématiques, et l'école de nanotechnologie et l'école des systèmes autonomes. Donc cette école a été créée en 2021 avec l'école des mathématiques. Donc nous étions toutes les deux écoles dans le même bâtiment pendant 2 ans. Et cette année, nous avons emménagé dans ce nouveau bâtiment. L'établissement assure une formation d'élite encadrée par des enseignants de très haut niveau de qualification et des chercheurs de renom algérien dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les étudiants sont formés dans des conditions qui répondent aux standards internationaux. So, we will traverse element اللي راهم في اللفت سايد لازم نشوفوا اسكو راهم less than the pilot. اوكي هنا شفتوا الاي نبدا من اللفت بصح هنايا في لي كروشي تاع الاي واش درنا لاست بلاس. Des accords de jumelage ont été signés entre l'établissement et plusieurs universités à travers le monde, dans le but d'intensifier le travail académique et de lancer les projets de recherche communs. Depuis sa création, l'école a fourni des efforts pour essayer de tisser des relations avec le monde socio-économique. Donc notamment, nous avons des conventions de coopération avec beaucoup de sociétés nationales telles que Sonatrach, Algérie Télécom, Sonalgaz. Et on a fait aussi des conventions, on va dire, de jumelage avec des universités internationales, avec des universités notamment du Qatar, de la Chine, de France. Tout ça pour essayer de créer une atmosphère de coopération, pour faciliter, on va dire, à l'étudiant l'inclusion dans le domaine du travail. Les diplômés de cette école auront la capacité de développer et déployer des solutions pratiques et innovantes aux problèmes des différents secteurs socio-économiques, notamment le secteur de la santé, de l'énergie, de l'agriculture et du transport. Ces futurs ingénieurs auront des bases solides en mathématiques, une compréhension profonde en technique de l'intelligence artificielle et du monde de l'entrepreneuriat, et des compétences pratiques et générales, ce qui facilitera leur insertion dans le monde du travail. Et bien sûr, on a mis en valeur toutes ces femmes qui pourraient aussi être une source comment dire, de connaissances aussi et d'un apport dans le domaine scientifique et économique. Et bien sûr, je rappelle seulement, j'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'on est aujourd'hui en plein journée internationale des femmes et filles des sciences. En tout cas, on va tout de suite présenter une dame qui est parmi nous dans l'équipe aussi. Il s'agit de Fella Bennour. Bonjour Fella, ça va? Bonjour Alia, Très ça va? contente de Vous te avez passé retrouver un le bon matin. week-end? Très bien, à part une rage de dents. Ah, c'est pas simple. Ça, c'était pas facile. Ah, oui, c'est clair. Mais C'est bon. clair. À propos de femmes scientifiques, Oui. hier au Centre culturel algérien à Paris, il y a eu une rencontre des femmes scientifiques justement. Ça, c'est une info au passage. Oui. Très bien. Très Donc, bien. En tout cas, vous vous intéressez à notre diaspora à l'étranger. Donc, vous mettez en relief les talents, aussi les aptitudes de chacun et aussi toutes les success stories, on dira, des uns et des autres, Entre parmi autres. les Algériens qui nous représentent dignement à l'étranger. Entre autres. Oui. Donc, belle matinée à tous. Dans Djalia.dz, on va mettre à l'honneur la photographie est à l'honneur. C'est bien ça, j'adore. Et la photo qui est considérée comme une porte d'entrée à la mémoire collective, entre autres. Et c'est pas Hakim qui nous dira le contraire, Hakim Rezaoui qui est photographe, n'est-ce pas? Bonjour à vous, bonjour à nos chers téléspectateurs qui nous regardent. Oui, la mémoire collective, les connexions collectives, c'est très important de tisser ces mémoires et ces connexions à travers le monde, à travers le territoire, à travers toutes ces émotions qui nous unissent et qui aussi font de nous ce que nous sommes en termes de puissance collective et spirituelle. Voilà. Donc avant de revenir sur votre présence, pourquoi la photographie? Qu'est-ce le lien avec Djalia.dz et la diaspora?
En fait, Hakim vient de prendre part à un événement international, le Festival international de la photographie Scan Tarragona, c'est ça, je le prononce bien, oui. Tarragona, qui s'est déroulé entre le mois d'octobre 2023 et le mois de janvier 2024. Donc, avec un thème pour le moins philosophique, le retour à l'intangible. Et il se trouve que cet événement était sous le commissariat de l'Espagnol Xavier Lucas, mais aussi du photographe algérien Houari Bouchnaq, voilà, j'y arrive. Houari Bouchnaq, installé à Barcelone, il est aussi le fondateur de la maison de la photo à Tlemcen, fondateur et coordinateur de la maison de la photo à Tlemcen, ce qui explique peut-être cette connexion facilitée pour participer à cet événement, Hakim. Bien sûr, c'était déjà un plaisir, un grand honneur de partager cette expérience avec ces deux commissaires, qui sont Xavi et Houari. Ça a été très fluide dès le départ. En fait, il faut savoir que c'était une suite d'une résidence qui a eu lieu l'an passé à Barcelone, où on a pu travailler sur en fait, le développement. Moi, mon thème principal, c'était l'introspection dès le départ. Donc, on a pu développer ça ensemble, on a pu aller jusqu'à une installation. Et voilà, ça s'est concrétisé encore une fois cette année avec le festival Scan, où on a pu aussi amener cette expo au festival Scan et aussi développer aussi chacun de nous dans l'expo. Dans son domaine, exactement. Il y avait une autre photographe, d'ailleurs algérienne, qui s'appelle Sonia Merabet, qui était avec vous. Oui, il y avait Sonia avec nous, Sonia Merabet que je salue aussi. Et c'était en fait une sorte de mouvance entre le spirituel. D'ailleurs, c'est ça la thématique, ce retour vers l'intangible. En tout cas, l'introspection, c'est un voyage justement vers l'intangible, ce qui se cache en soi. Exactement. C'était des ponts aussi qui étaient dressés. C'était des ponts, c'était aussi des fils invisibles. Il faut savoir qu'on a travaillé sur ça avec Houari et Xavier pour mettre en place une installation qui était faite de fils rouges. Il faut savoir que les fils rouges, c'est des fils invisibles qui tissent le lien invisible. En fait, et ces fils sont censés être connectés partout dans le monde, et qui ne se tordent pas, qui ne se coupent pas, mais qui ne se rompent pas aussi, mais qui peuvent partir loin, qui peuvent faire la continuité de notre... On va regarder peut-être avec plaisir un petit extrait de cette exposition. Il nous en a donné envie. Pour le mois, oui. Merci. Des empreintes et des univers qui fusionnent si bien sur cet espace. Il y avait plusieurs artistes aussi, je disais, que d'Égypte et de la Tunisie. Oui, une artiste égyptienne, une artiste tunisienne, voilà. Il y avait un artiste aussi barcelonais, Dani. Il faut savoir que en fait, tout ça s'est fait d'une manière vraiment les connexions, ça a été très fluide. Et il y avait
En fait, il faut savoir que quand on travaille avec Jisr de manière générale, qui est Houari HRV, il y a une liberté totale d'expression. Ça veut dire qu'on s'exprime totalement d'une manière très très libre. Donc on va trouver ces connexions vraiment d'une manière très fluide et très facile à mettre en place, notamment entre les artistes. Il faut savoir, pas qu'avec nous-mêmes. Ça, c'est une évidence, mais aussi contre les artistes. C'est d'ailleurs le fruit de ce qu'on vient de voir, qui prouve aussi cette fluidité. En fait, il y a eu des connexions dans le travail, dans les travaux plutôt. Vous avez pris des photos ici en Algérie et en Espagne, à Barcelone. C'est ça le travail, oui, en fait, vos œuvres. Oui, en fait, c'est une continuité d'un travail qui est. Quand on dit l'introspection, c'est un travail continu de plusieurs sur un moment étendu, sur une temporalité assez étendue. D'ailleurs, on va au-delà de la temporalité et du temps et de l'espace. C'est ce qu'on essaie toujours de faire, en fait, et pour trouver cette universalité et pour que tout le monde puisse se voir dans nos œuvres. En tout cas, c'est le cas de mon travail. On a toujours dit que vous étiez, vous les photographes, les témoins de votre époque, mais là, c'est vrai qu'on sort de ce contexte complètement. On est dans l'intemporel, mais l'intemporel, l'intangible, on est toujours dans ça, et c'est vraiment un truc. Je trouve que c'est très puissant d'exprimer ça, parce qu'en fait, tout le monde va se reconnaître dans ce qu'on fait. C'est ça le. Comment s'est fait le travail et la connexion avec Bouchner, avec Houari Bouchner? En fait, il faut savoir que pour moi, c'est vraiment un avancement très conséquent par rapport à mon travail, notamment sur la réflexion individuelle et collective, parce que c'est la première fois que je fais une installation. Il faut savoir que c'est aussi grâce à ce travail de commissariat avec Houari, avec Chabi aussi, et surtout avec Houari. Voilà, ça s'est fait d'une manière très fluide et très voilà, j'ai réussi à partir vers une installation et pour moi c'est une première en fait. Et par la suite, on a développé à Tarragona, on est parti aussi vers une sorte de performance où tout le monde est connecté à ce fil rouge et tout le monde décrit un moment important ou partiel de sa mémoire, de son vécu, et tout le monde trouve ses connexions par rapport à cette temporalité. En fait. Il est important que la diaspora soit aussi dans ces domaines de l'art et de l'artistique et de la photo. Ça facilite un petit peu toute cette connexion, surtout dans votre travail en tant que photographe. C'est d'une manière très visible et très claire qu'on voit que cette empreinte réside dans chacun de nous et cette empreinte on la trouve ailleurs. Et cette empreinte aussi, elle est marquée par une présence artistique conséquente à travers aussi Houari, à travers moi, à travers C'est des regards croisés. C'est exactement, c'est des regards croisés, c'est des ponts en fait. Il faut savoir que c'est des ponts. Et ça a été toujours des ponts. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est dans le cadre du programme de Jisr, c'est toujours des ponts. Et c'est très important de créer des ponts invisibles en fait. Parce que le visible, il est toujours. Le visible, on peut toujours il est toujours on va dire, il est toujours exposé à la destruction. Mais l'invisible, il n'est jamais exposé à la destruction. Il y a eu un hommage aussi à l'ouverture de cet événement à la Palestine et aux enfants palestiniens. Donc, la dernière fois, ou la semaine dernière, Yazid Ait Mahidine a parlé de l'implication et de l'engagement de la diaspora pour porter haut cette cause palestinienne. Eh bien, Houari et Xavier Lucas, c'est ça, oui, ont décidé de faire quelque chose quand même assez spécial pour rendre hommage à la cause palestinienne. Oui. Et c'est une liste interminable qui a défilé de noms et de victimes et des enfants qui ont été tués par l'armée sioniste. Et jamais on a senti l'impact d'un photographe autant que cette crise, parce que c'est vrai que ça a été la seule possibilité pour les Rezaouis de montrer la vérité. Sans les photographes, on n'aurait jamais pu y parvenir. Oui, on le voit concrètement à travers les réseaux sociaux, on le voit concrètement à travers le Mu'taz, voilà, c'est évident, c'est très évident que c'est quelque chose de très puissant qui communique aussi cette liste interminable de personnes et cette souffrance interminable aussi, il faut le dire, hein. Cette souffrance interminable du peuple palestinien. On va écouter justement Houari Bouchner à ce propos. Et pour nous, c'était essentiel aussi d'évoquer et de mettre en avant
dès le début de l'exposition, on va dire une image claire par rapport à ce qui se passe en ce moment en Palestine et par rapport à toutes ces personnes-là qu'on a tendance à vouloir effacer. Et pour nous, c'était important en fait de mettre en place une projection, donc une vidéo qui laissait défiler les noms des personnes qui ont été tuées, pour dire que ces personnes-là ont un nom et elles ont été bien présentes et elles sont toujours présentes et elles seront toujours présentes. Donc la vidéo qu'on a mis en place, le processus, c'était une projection qui venait prendre forme sur un mur, donc le premier mur de l'exposition. Et quand les publics passaient, il y avait ces mots-là qui venaient donc se coller un petit peu au corps des personnes. Et pour faire référence aussi à ce retour de l'intangible, c'est quelque chose qui n'est pas là, qui n'est plus là, mais qui peut réapparaître d'une autre forme. On voit là l'œuvre de Sonia Merabet, je crois. Oui. La dernière. La dernière, oui. Donc, pour revenir à vos œuvres, c'était quoi les photos que vous avez choisies pour l'expo? Quels étaient vraiment les thèmes et l'axe que vous avez pris, que vous avez choisi? L'axe, il était en fait axé. D'autant plus que vous avez pris ici à Zeralda, je crois, ou à Tipaza, des photos. Oui, pour l'expo. Oui, en fait, quand on parle d'aller plus loin que la notion de temps et d'espace, c'est très important. Pourquoi on parle de temps et d'espace? En fait, Hawali l'a bien dit dans le passage, ils sont présents, ils seront toujours présents. Quand on parle d'intemporalité, c'est ça en fait. Et quand on veut créer ces connexions, on parle aussi de ça. Ces photos expriment. On va regarder peut-être quelques-unes. Oui, bien sûr. Ouais. On peut regarder quelques photos de Rezaoui. On va demander à la régie de préparer les photos de l'artiste si elles sont prêtes. Dès qu'elles seront prêtes, on continue à en parler en attendant de. En fait, ce que je disais, ça va au-delà de l'espace-temps. Et c'est très important parce que on a beau exprimer des territoires, on a beau exprimer on va plutôt montrer des territoires, on a beau montrer ce genre de choses, mais il y a toujours ces connexions qui sont plus puissantes que tout. On peut se reconnaître à travers n'importe quelle autre personne, n'importe quelle autre mémoire, n'importe quelle autre souffrance, du fait qu'il y a toujours ce fil qui nous relie en fait. Et c'est très important de l'exprimer. Et moi, c'est ce que j'exprime. Ouais. D'ailleurs, les visiteurs ou les gens qui ont visité cette expo avaient un fil rouge autour du poignet. Oui. Autour du poignet. C'est pour ça qu'on a fini cette visite par ces fils pour dire que voilà, on prend un bout de temps et d'histoire avec nous à chaque fois qu'on fait une visite en fait. Et en parlant d'histoire, j'ouvre une petite parenthèse si vous permettez. Là, c'est que c'est drôle. Ce qui se passe pour la photographie, c'est ce qui s'est passé auparavant pour les arts plastiques qui, avec l'avènement de la photographie, avaient abandonné le figuratif à un moment donné pour aller sur des mouvements artistiques qui sollicitent un petit peu l'âme humaine, les émotions un peu plus. Vous connaissez très bien le Je ne sais pas si tout le monde connaît cette histoire en tout cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est incroyable car la photographie recherche au-delà du réalisme maintenant. Oui, c'est clair, oui. Donc, on a vu quelques photos, la vidéo peut-être. On a vu la vidéo, on a vu aussi quelques images. Je pense que c'était les œuvres de notre ami. D'autres projets, Hakim? Pour l'instant, on est toujours sur on va laisser, on va dire, mûrir ces expériences. Après, on verra ce qu'on peut par la suite développer et tout. Il faut savoir aussi que c'est un travail qui est collectif avant tout. C'est très important de le dire. Avec Walid du Boxer 24, aussi à Alger ici, avec l'équipe de Jesser.
qui sont extra, très professionnels et vraiment qui suivent belle jusqu'au bout. expérience. Voilà. Et ces ponts invisibles sont plus que jamais solides, c'est ce que je veux dire. Voilà. Et à propos de ponts et de connexion, une dernière information. Bouchner a envoyé là, voilà. On les a vus, bien sûr. Ouais. Oui, Bouchner, vous disiez là. Donc le pont entre Barcelone et Tlemcen, donc Houari Bouchner est impliqué dans un projet qui va être aussi prévu à Tlemcen le mois d'octobre, je crois. Et donc il s'agit de Tlemcen Territoire en devenir, à travers l'association La Grande Maison de Mohamed Dib, bien sûr, qui puise d'ailleurs l'inspiration de l'écrivain. De l'œuvre de Mohamed Dib, mais qui ouvre le champ à toutes les expressions artistiques. Exactement. Donc il s'agit d'un programme d'accompagnement autour de la photographie qui est proposé aux jeunes entre 18 et 30 ans. Objectif, bien sûr, regrouper et rejoindre une volonté de créer un groupe avec une réflexion commune. Voilà, donc ça c'est à propos du projet qui est prévu à Tlemcen et de connexion entre la diaspora et l'Algérie. Et les meilleures connexions, vous avez deviné, mesdames, messieurs, se font à travers Djalia DZ chaque dimanche. Et Fella Nour qui était avec nous ce matin. Merci beaucoup, Fella. Merci à votre invité, donc Hakim Razaoui, photographe émérite. En tout cas, on a été ravis de découvrir votre univers. En tout cas, les univers artistiques sont multiples et divers. Aujourd'hui, on va continuer sur cette lancée pour aller dans l'univers et l'antre aussi de Farid Benia qui expose dans sa propre galerie de très belles œuvres. Ça continue jusqu'à la fin de ce mois. Donc, elle a été prolongée, cette exposition, par l'artiste. Donc, Farid Benia qui met en relief toute la beauté de la baie d'Alger. Allons-y. La considérant comme la plus belle baie au monde, Farid Benia, l'architecte et artiste, nous offre à travers cette exposition intitulée La baie d'Alger El Behja, un voyage visuel avec des vues magnifiques de ses paysages et de ses monuments. Passant du noir et blanc à la couleur, il nous dévoile la beauté de ses différentes facettes. C'est vrai qu'il est aussi très difficile de parler de la baie d'Alger sans la mettre en couleur. Quand je dis la baie d'Alger El Behja, c'est la joyeuse, c'est la rayonnante, c'est la lumineuse. Donc pour moi, la couleur, il était important de montrer au public les deux côtés de la baie, à savoir le noir et blanc et la couleur, en sachant que la baie d'Alger en couleur, ça réunit toutes les femmes algériennes dans leur diversité, dans leur joie, dans leur féminité et dans leur état d'âme. Une collection d'une trentaine de toiles travaillées à l'encre de Chine, l'aquarelle et des marqueurs d'un niveau élevé de détail, exploitant la beauté architecturale du patrimoine bâti de la capitale, générant la sensibilité de l'artiste et la précision de l'architecte Farid Benia. Effectivement, la plume, le rapide encre de Chine m'a permis de travailler le détail de la ville d'Alger. J'avoue être un défi qui n'est pas évident pour dessiner chaque balcon, chaque fenêtre, chaque terrasse et dessiner une ville à la plume, c'était pas évident. J'ai commencé à travailler à l'aquarelle, mais dessiner une ville à l'aquarelle, il aurait fallu que cet entretien nous l'ayons dans 10 ans. Évidemment, je me suis impliqué dans le numérique et le numérique m'a permis de prendre, on va dire, des raccourcis et aussi un pouvoir, celui de créer le contraste que je voulais et la diversité de couleurs que je désirais. On va dire 10% d'aquarelle, ça m'a permis de démarrer comme ça. Ensuite, le numérique m'a permis de compléter et de faire la baie telle que je la désirais. Des toiles en noir et blanc ou en couleur, d'autres au contour abstrait, l'artiste n'hésite pas à utiliser une technique mixte associant l'abstrait, le réalisme et le graphisme pour servir la baie d'Alger dans toute sa beauté. Dessiner la baie pour m'adresser aux jeunes architectes, aux artistes, aux designers, au grand public,
pour dire que nous avons l'une des plus belles baies au monde, sinon pour moi la plus belle baie au monde, et qu'il faut absolument non seulement en prendre conscience, non seulement l'admirer, mais en être fier. Et dès qu'on est fier d'un objet, d'une ville qui est la nôtre, c'est à ce moment-là qu'on commence à la préserver. Parcourant les principaux monuments historiques et édifices des différentes époques de la capitale, les œuvres de Benia sont une belle fusion entre l'art, l'architecture, l'histoire et le patrimoine d'Alger. La baie d'Alger est un laboratoire d'architecture évidemment, mais c'est aussi un livre d'histoire. C'est un lieu de mémoire. Alger est une ville millénaire et que absolument il faut redécouvrir son histoire. Ça a été la perle de la Méditerranée, c'est la Mecque de notre révolution. La ville d'Alger, dans son histoire, symbolise tellement de l'identité qui nous appartient et qu'il faut absolument que les jeunes, tout au moins, puissent réinvestir leur attention pour qu'ils prennent conscience que nous avons une histoire très riche, une ville exceptionnelle et qu'il faut absolument la connaître davantage. Avec son stylo d'architecte et son pinceau d'artiste, Benia nous dresse la plus belle des images de la baie d'Alger, espérant sensibiliser la population à l'aimer et à se mobiliser pour la protéger tout comme lui. Alger, au-delà de toutes ces notions, c'est un site panoramique exceptionnel. L'un des pays, l'une des villes les plus ensoleillées au monde et que ça aurait pu être la première ville balnéaire de la planète en sachant que c'est une manne économique. Mais je pense que tout est possible. Gandhi disait entre le possible et l'impossible, c'est la détermination. Et là, c'est la preuve qu'on est déterminé à faire de notre ville l'une des plus belles au monde. Voilà, Alger, ville de mémoire, ville d'histoire. Et Samira Hadj Amar a son point de vue par rapport à la dernière phrase de Farid Benia. C'est la plus belle ville, du monde. Voilà, en tout cas de la Méditerranée. La plus belle baie, la plus belle ville. Quand on vient en bateau et qu'on découvre Alger, on est C'est le plus beau spectacle au monde, que ce soit aussi le coucher du soleil ou le lever du soleil. D'autant plus, alors d'abord on va dire bonjour à tous. D'autant plus qu'ils sont en train de faire des extensions, que la pêcherie est en train d'être restaurée. Maintenant, on peut aller voir le coucher du soleil comme le lever du soleil là-bas. C'est très, très beau. Oui, Alger s'ouvre de plus en plus sur sa baie. Et il faut dire que Farid Benia, c'est aussi le peintre de la femme par excellence. Dans son voile, et sans son voile, dans son costume traditionnel aussi. Oui. Il a peint beaucoup de femmes en haïk parce que c'est un habit traditionnel, c'est un habit traditionnel national. Hein. On le retrouve dans plusieurs wilayas. Il est certes différent, il est différent d'abord par la texture du tissu, c'est un drapé en fait, hein, par le drapé, par le pliage, la méthode de l'habillage, oui. Voilà, comment l'attacher. Les femmes à Alger, comme je crois à Oran, c'est la même chose, elles l'attachent au niveau de la taille, elles mettent une fibule, donc une broche, pour l'accrocher. Il y en a plusieurs, il y en a qui sont faits simplement de laine et c'est le haïk, on va dire quotidien, celle qu'elles portent pour aller au marché, pour sortir et tout, ce qu'elles ont porté pendant des siècles. C'est un habit ancestral. On dit que l'hadjar, donc la petite voilette qui est brodée ou pas, ça dépend, selon l'occasion ou la raison de le porter, je veux dire quotidienne ou pour une célébration. Reviendrait aux femmes qui sont arrivées d'Andalousie, mais en fait, ils remontent encore à plus loin. Oui, parce que des fois, c'est brodé, des fois, il y a une belle dentelle qui fait la finition de ce voilage.
la qualité du fil en fait, hein, si c'est de la soie, si c'est autre chose. Enfin, c'est selon les moyens. Mais toujours est-il que le haïk, à un moment, quand toutes les femmes sont en haïk, il n'y a pas de distinction de classe, puisqu'à l'intérieur, on ne voit pas les vêtements, on ne voit pas laquelle qui est plus riche ou moins riche ou pauvre. Voilà. Reste ce qui démarque l'élégance d'une femme à une autre, c'est sa démarche. Sa démarche, la manière de valoriser aussi le visage. C'est d'abord un signe de pudeur. Hein. Les femmes l'ont porté pour éviter le regard des hommes, et en particulier le regard de l'étranger, puisque Alger, comme beaucoup de villes d'Algérie, étaient des villes cosmopolites. On avait des gens qui venaient de tous les pays, et c'était aussi pour se distinguer des autres femmes. Il n'y a aucune obligation de porter le voile, le haïk. Les femmes le portent d'abord par tradition, et ensuite on le porte aussi quand la mariée sort de la maison sous le bras de son père. On a des photos, elles vont passer tout à l'heure. Elle porte en général le voile ou le bornos. Ça dépend de la région, ça dépend des goûts, hein, simplement. Ce qui distingue... Il y a eu un retour vers cette tradition depuis quelques décennies. C'est-à-dire on l'avait un petit peu... Elle commençait à se... C'est le hijab qui a remplacé Avant, je dirais, la robe de mariée occidentale avait pris le dessus à un moment donné. Et puis après, on est revenu vers cette tradition. La robe de mariée, elle porte le haïk. Ce qui est un peu compliqué avec le haïk, c'est qu'on ne peut pas travailler avec. On peut sortir avec, on peut aller faire ses courses, mais on ne peut pas aller dans un bureau avec le haïk. C'est un peu compliqué à gérer. Tenir le stylo, le clavier, enfin, on aurait pu inventer des broches, je ne sais pas moi. D'autant plus que, par exemple, à Ardaya ou à Tlemcen, les femmes ne laissent qu'une petite ouverture. Donc, on l'appelle haïk bouhouina. Donc, il est différent. Quand on va à Constantine, on trouve les femmes avec le mlaya, le mlaya qui, elle, est noire d'abord. C'est une grosse différence. Hein. On la retrouve aussi, à Ouargla, il est noir aussi, le haïk. Je crois dans les Aurès aussi. C'était, paraît-il, un signe de deuil. De deuil, pour les Constantinoises. Oui. Pour, après la mort. La mort du Dey. De Salah Bey. Du Bey de Constantine. Voilà, au XVIIIe siècle, vers la fin du XVIIIe siècle. Quand il est mort, elles l'ont porté en deuil, elles l'ont gardé jusqu'à aujourd'hui. On les reconnaît comme ça. On retrouve aussi le noir du haïk à Ouargla, dans les Aurès. Alors, celle d'Alger, de Tlemcen, d'Oran, de Boussaada, je crois qu'il va jusqu'à 6 mètres sur 2. Celle des Aurès, par exemple, je crois qu'il fait un peu moins, c'est 4 mètres. Alors, là, on a des images de la Révolution. De la bataille d'Alger. La bataille d'Alger, le rôle qu'a joué le haïk. Exactement. Il a un rôle historique. Les femmes en haïk se portaient en première ligne face aux soldats français, aux militaires français. Voilà, donc c'est une manière de lutter. Et nos moudjahidines ont porté le haïk pour se protéger Bien aussi. sûr, aussi on voit cette séquence se fondre dans la masse. Dans la masse, donc c'est un objet qui a une histoire. C'est un combattant hein, aussi, c'est un objet de la révolution algérienne. Et tout ça fait en réalité qu'il mérite d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il n'est pas relatif à l'Algérie, bien sûr. On le retrouve dans le nord de l'Afrique, et notamment dans l'espace maghrébin. Dans l'espace maghrébin. En Tunisie, il s'appelle Sefsari. Sefsari, je crois. Oui, Sefsari. Pratiquement, il se ressemble. À la base, il se ressemble. C'est un tissu de lin ou fait de soie. Il peut être brodé. Alors, les mariées, il semblerait qu'elles mettent des fils d'or et des fils d'argent. C'est selon les goûts. Après, il peut être lui-même en satin. C'est un choix. C'est des choix que les femmes font. Il peut avoir une légère dentelle dans l'un des bords et il peut être, de se distinguer comme ça aussi. Exactement. Voilà. Donc, on voit les images. Il y en a pas mal, hein. Et alors, ça a été peint par Farid Benia. Ça a été, par exemple, ce qu'on voit, je crois que c'est Brix, orientaliste, peintre français qui est venu à Alger. Tous ont été impressionnés par... ce qu'on voit maintenant, c'est El Moustage, c'est un artiste du pop art de Boumerdès. Et je trouve que c'est très sympathique. Voilà l'image du papa et de cette fille qui passe le... De la mariée. Oui, la mariée. Qui passe c'est-à-dire qui sort de l'autorité. Sous son aile. Voilà, de l'aile de son père qui la protège à celle de son mari qui la protégera, Inch'Allah.
Très bien. Voilà. Donc, il y a un projet de classement donc, du Hayek. Kain Hayek Marma, le c'est dossier, ce qui, oui. on va dire, c'est ce qui est commun Oui. aux citadines algéroises. On en voit encore. Il est en hein. fil de soie, celui-là. Il est en fil de soie, exactement. Il est en fil d'or aussi. Il revient à la mode. On a le collectif à Alger qui, pour le 5 juillet par exemple, ou pour des célébrations, et c'est ce qu'on voit, c'était pour le 5 juillet, c'était le 5 juillet dernier, font des défilés. Elle parade Hmamet, à c'est ça, le Hmamet. Hmamet, d'Alger. Les Elle colombes parade- d'Alger. Les colombes, exactement. C'est très joli. Hein. Oui. C'est très joli. Maintenant, ça représente un patrimoine. Il est unique à l'Afrique du Nord. On le retrouve. Mais alors, on dit que le fota, la fota qui fait partie du vêtement, du costume traditionnel kabyle, berbère, est l'ancêtre du haïk. C'est-à-dire que les femmes, avant porter le fota, c'est aussi pour se couvrir, c'est une espèce de pudeur. Mais le haïk aussi existe en Kabylie. Ma grand-mère le portait. Elle l'a remplacé quand elle est partie à la Mecque par le hijab, mais c'est quelque chose qu'elle continue à porter quand même de temps en temps quand elle allait à une fête où, parce qu'il est très ancien, selon la qualité du tissu, on l'utilise parce qu'on Autour l'aime du bien. bassin. Oui, il est Voilà. synonyme de pudeur et de... Effectivement. Voilà. Merci Samira. Oui, on espère que ça va être inscrit. Normalement, le CNRPH, il l'a dit la dernière fois, M. Hachi, le directeur, que c'est dans la liste du patrimoine à inscrire à l'UNESCO. Voilà, donc c'était une petite parenthèse sur le haïk. C'était une belle algérien. parenthèse. Merci beaucoup Merci. Samira Hadj-Amar. Donc on vous retrouve dès la semaine prochaine. Inch'Allah. Bon, vous avez aussi un rendez-vous le week-end, je pense, non? J'ai un rendez-vous pendant la semaine dans Ma famille, ma vie, Voilà. le mardi et le mercredi. Excellent. Donc voilà, bonne journée. Merci. Bonne journée à tous ceux qui sont avec nous ce matin. On vous souhaite de passer d'agréables moments jusqu'à 9h30 en notre compagnie en tout cas. Et tout de suite, on vous propose un moment que toutes les dames adorent, les hommes aussi parce que ce sont de fins gourmets. Il s'agit de saveurs algériennes mises en relief et en valeur par Soumia Zerouali. Voilà, Samira, hein, tu laisses ton impact. Soumia Zerouali, c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous, amis téléspectateurs. Quel plaisir de vous retrouver comme à chaque fois pour ce nouveau numéro de Saveurs algériennes. Je suis, comme à chaque fois, en très bonne compagnie. Je suis en compagnie de Chef Fatah. Bonjour, Chef. Bonjour, Soumia. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Un plaisir partagé, Chef. Alors, on a la pêche. Oui, toujours. Parce qu'il va nous en falloir en cuisine. Hein. Il faut avoir la forme. Hein. Exactement. Parfait, Chef. Alors, notre recette, on va l'annoncer. Voilà, donc La recette du jour. Aujourd'hui, on va faire un tagine un peu spécial qui cuit au four. C'est Oui. un tagine de pommes de terre avec des galettes de viande hachée. D'accord. Les enfants adorent ça. Et Oui. puis, Alors, facile à reproduire. C'est ça, c'est un plat algérien. Algérien. Ouais. Revisité par le chef, bien sûr. Un adjekmi genre façon batata couche. C'est une fusion On entre peut dire ça, mais avec des galettes de viande hachée. avec des galettes de viande hachée. Voilà. Allez, on va tout de suite annoncer passer les ingrédients de la les recette. ingrédients. Donc la viande hachée que j'ai préparée en galette, il y a de l'ail, des oignons et de la viande hachée bien sûr. Parfait. Un peu De sel. Poivre noir. Oui. Voilà, c'est tout. C'est Donc, tout. Voilà, c'est tout, bien mélangé. Et il ne faut pas oublier de mettre un petit peu d'eau. Oui. Pour pouvoir pour que ça tienne et pouvoir façonner donc nos galettes. Exactement. On aura également besoin de légumes, Des oignons, l'oignon, la tomate fraîche tomate et des pommes de terre. et les pommes de terre. Voilà. On aura besoin de la tomate concentrée. C'est Ouais. facultatif. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ouais. De l'ail. Et Tomate la tomate fraîche. Moi, j'aime beaucoup la tomate fraîche. D'accord. Oui. Et ça là, c'est D'ailleurs, quoi? ça, c'est un mélange que j'ai fait moi-même. Mhm. J'ai fait l'ail. Dites-moi. J'ai mélangé l'ail, Oui. un petit peu de sel, Oui. de la tomate fraîche Oui. qu'on a mélangée, que j'ai préparée ici pour que je puisse la verser directement sur le... D'accord, donc ail, tomate fraîche Voilà. et un peu d'eau, non? Même pas. Oui, un peu d'eau et de la tomate fraîche et un peu d'ail Oui. et sel et poivre. Sel et poivre. Comme- Astuce du chef, soyez attentifs. Hein. Voilà. On va prendre notre plat qui va au four. On va mettre un petit peu d'huile.
Oui. Je vous laisse dresser, Soumaya. Oui, Donc, je ne on sais va pas si je commencer- saurais. Non, on va commencer d'abord Les par oignons. l'oignon. Je peux avoir une cuillère. Ah, ma cuillère. Votre cuillère, elle est Ça toujours à sa dépte. place, toujours. Ah oui. Toujours à Alors, sa place. l'oignon Voilà. qu'on va disposer sur l'assiette, Kamel, Voilà, complètement, comme ça. Voilà. Il Parfait. faut, et puis la tomate La tomate dessus. dessus, voilà. Ok. Tomate dessus, très important. Oui. Voilà. Ça va apporter du jus, Voilà. la tomate. C'est ça. Comme ça, il ne va pas cramer nos oignons. Donc, Et par la suite, donc, pommes de voilà. terre, on va Les utiliser pommes de les terre, mains. Exactement, de préférence. Ouais. Allez. Voilà. Bismillah. Voilà. Maintenant, chaque pomme de terre, vous lui mettez une. D'accord. Comme ça, Une regarde. boulette de. Voilà. Une galette de viande hachée. Exactement, de viande Bismillah. hachée. Voilà. Il faut que ça couvre toute la surface. Toute la surface. Après, ça va réduire un peu. Hein, Voilà, en- exactement. Bismillah. Voilà, la dernière. Voilà. Et je vais vous donner Notre sauce. notre sauce qu'on va Bismillah. utiliser dessus. Voilà. D'accord. Toute la Bismillah. surface, bien sûr. Oui. Voilà. Hop. Voilà. Faut être généreuse, hein. Oui. Allez. Voilà. Voilà, exactement. C'est ça, chef. C'est ça. C'est ça. On va Parfait. débarrasser tout ça. Voilà. Et ça va partir au four. Voilà, dans le four qui va être préchauffé à 220 degrés. Oui. Et on va laisser cuire à peu près une vingtaine de minutes. 20 minutes Voilà, à 180 degrés. 180 minutes. Oui. Voilà. On peut le couvrir avec une feuille d'aluminium. Oui. Ça passe. Moi, je préfère. Comme on peut couvrir avec du papier, voilà, du papier cuisson, voilà, papier cuisson et papier aluminium dessus. Exactement. Et comme on peut Donc, on va l'enfourner comme ça. l'enfourner comme ça. Allez, chef. Voilà. On enfourne notre petit plat. Voilà. Et notre petit plat sera dédié à quelqu'un, comme à chaque fois, Comme à chaque qui, fois. qui fait partie de l'équipe. Aujourd'hui, ce sera notre script. Jeune homme, Yanis. Yanis. Anis. Nous, on l'appelle Yanis. C'est Anis, Anis. c'est Anis. Oui, c'est Anis. Anis, notre script, Shatar. Script Shatar. Shatar Bslam. Alors, comme Shatar Bslamtou, on va lui offrir notre plat aujourd'hui. Mais lui, il est obligé de partager le plat avec nous. Obligé. Bah oui, bah oui. Il va C'est la devoir tradition, faire ça. C'est la tradition. C'est la tradition. Voilà. Allez, chef, on va débarrasser D'accord. Donc, et on se retrouve tout de suite après ceci, amis téléspectateurs. Allez, chef, notre plat est prêt? oui, il est prêt. Notre petit plat est prêt et c'est dommage qu'on puisse pas vous envoyer un petit peu de l'odeur les saveurs les à travers l'écran. C'est chaud, hein, c'est chaud. Oui, oui, oui. Et voilà, notre petit plat, il est là. Hein, au grand bonheur de Danis, Anis, qui voilà. va devoir le partager avec nous. Et oui, c'est comme ça dans sa Il y saveur en aura algérienne. pour tout le monde, hein, parce que j'ai fait d'autres. Hein. Ah, ben voilà, Anis, tu pourras le prendre. Tout ça, ce sera à toi et le reste, ce sera pour l'équipe. Et, avec... Et moi, je partage toujours avec celui qui a la ration kbira. C'est comme ça. Toujours avec la touche. La touche du chef. Ah. Oignon. Voilà, Sartek Soumia. Merci. Et vous pouvez le déguster avec de la galette, toujours de la galette au blé complet. Galette au blé complet. Voilà. Donc, vraiment, oui, plein de saveurs. Vous avez une Et vraiment, fourchette. il tille. Hein. Voilà. Vous avez une fourchette là-bas. Fourchette. Excuse-moi, Anis. Comme le veut la tradition, c'est le moment préféré de Soumeya dans saveur algérienne. Il faut que je goûte, Anis, même si je te l'offre après par la suite. Il va falloir que je sois rassasiée d'abord. Allez, on va goûter, je rigole. On va juste goûter. Hein. On va goûter le plat du chef. Comment vous l'avez baptisé, chef Ousmouad, le plat? C'est tagine de pommes de terre avec des galettes de viande hachée. Voilà. Allez, tagine de pommes de terre et galettes de viande hachée. Bismillah.
Verdict, hein. Verdict. C'est chaud. C'est chaud. Hein. C'est chaud. J'hésite. Ça sort du chaud. هاي الفطنة allez بسم الله بسم الله. C'est bon? Alors, ça me rappelle quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. C'est un mélange de, vous avez dit, comme les pommes de terre. Ah, زعما بطاطا كوشة. Voilà, c'est ça. Ça a le Ah, les goût d'un patatas. patata couchant. Hein? Non, mais la viande, elle est délicieuse. Bah, elle est bien, Très bien elle est- assaisonnée, elle hein. est très bien assaisonnée, voilà, c'est ça. Même la sauce, elle est un petit peu spéciale. Hmm. Voilà. Alors, ما شفتنيش la viande. Mais par Batata, contre, le terre. c'est sûr. Batata تشد سخانة, hein. Je te serai là, voilà, c'est ça, exactement. أمري لله. بسم الله. Mmh. Mélange pommes de terre, tomates, Exactement. une véritable Il y a délice. des oignons en bas aussi. Et il y a les oignons également. Exactement. Il y a la galette, il y a tout pour faire plaisir à Agnès aujourd'hui. Allez Agnès, بصحتك. C'est encore chaud, donc profite bien. بصحتك, بصحتهم كاع l'équipe qui sont là, qui ont bien Et il y en aura travaillé. pour Je les tout le monde, remercie. hein. Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde, vous inquiétez pas. C'est un plat qu'on partage avec vous, amis téléspectateurs, et ce, avec plaisir, comme à chaque fois. Merci de nous avoir prêté attention. Allah يفرحكم, hein? Et puis, souriez. La vie est belle. Gardez le sourire, c'est important. toujours. Prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. On vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Saveurs algériennes. Salam. Merci beaucoup Samia Zerouali, et c'est vrai que la vie est belle, elle mérite d'être vécue et d'être, voilà, qu'on en profite au quotidien, notamment à travers les belles saveurs. En tout cas, on va passer à une autre cuisine, celle préparée par Yazid Aït Mahidine. Ben, oui, Bonjour. Bonjour, ça va Radia? Très bien, merci. Oui, je me cousine, Radia. Cuisine Malbelich, il y a bon des ingrédients. Je sais qu'il y a un nombre de thèmes un peu plus sérieux, bien sûr, à aborder ce matin avec Est-ce qu'elle vous. a un في دروج ولا Ah non, celui-là, j'avais jamais compris. Mais alors, j'ai toujours cherché le lien, je ne l'ai jamais trouvé avec Ah le bon nom. Oui, Abou Soulet Moussou, c'est marrant. Boussoulette, monsieur, ouais. Ah oui, il y en a tellement de... Ouais, des hein? plats qui sont tellement beaux qu'il faut juste les embrasser, ne pas les manger. Ah C'est ben marrant. oui, pour ne pas les... Hein? Ne pas les abîmer, ne pas détruire. Ben, ce ils étaient décor. fins, les nôtres, hein? Boussoulette, Absolument. monsieur. Ouais. Beaucoup d'intelligence chez la femme algérienne, effectivement. En tout cas, on salue toutes celles qui nous ont donné ce bel héritage et bravo à ceux qui essayent d'innover et d'ajouter leur empreinte à tout ça, comme le chef qu'on vient de voir. Ben oui, il y a des chefs partout. Et puis, il y avait des chefs algériens du côté de la région de Délice, de Tixir et d'Azfons, qu'on appelait Iflissen. Et cette région est connue par le sabre d'Iflissen ou Ejenoui. Oui, c'est un petit sabre, je l'ai vu. Oui, c'est un sabre qu'on trouve. Ils sont En exposés argent, dans des les fois. musées, etc. Il a une lame tranchante de 50 cm à 1 mètre. Et puis avec toujours, il y a beaucoup de décorations. En fait, il est décoré, il est un peu orné, etc. Et on le retrouve dans des musées un peu partout en Europe, en Angleterre, en France aussi, dans une région des Hautes-Loire où il y a ce sabre qui date de 1800, je pense vers 1860, 1880. En fait, on le voit aussi parce que même l'émir Abdelkader, donc il avait aussi son petit... Oui, parce que la région de Iflissen, en fait, c'était des armuriers, de forgerons. On l'appelle Flissa, c'est ça? Flissa. Il y a même le quartier Flissa du côté au bas d'Elbière, au bas de Bertraria, il y a le quartier Flissa. Et vous savez aussi qu'après 1871, donc après l'insurrection, la révolte d'El Mokrani, il y a beaucoup de
de ces sabres qui ont été volés carrément par l'occupant. Et aujourd'hui, il est dans les musées. Et je pense qu'il est de droit aujourd'hui aussi de revendiquer la restitution de ces objets authentiques, qui étaient trophées de guerre pour eux, mais qui on le qui ont retrouve, été par exemple, façonnés par nos artisans. On le retrouve par exemple dans d'autres musées, le musée Crozatier. D'ailleurs, même une vidéo qui circule. Donc il y a une directrice de ce musée qui parle un peu de la particularité de cette arme. Oui, qui a une manche zoomorphe, donc on la voit, c'est une tête d'un chien, donc qui orne en fait ce sabre et ce ingénuit. Oui. On l'appelle aussi ingénuit. Donc voilà en fait pour ces pièces de musée et qui rappellent un peu la bravoure de nos... C'est des pratiques pour la guérilla. Oui, pour la guérilla. Mais en fait, il remonte à l'Antiquité, à 373 avant Jésus-Christ, puisque la tribu des Aselnesen, qui est l'actuel donc Iflisen, ils ont fait face à l'armée romaine lors de l'insurrection et de la révolte de Firmus, donc en 373-375 avant Jésus-Christ. Donc en fait, c'est l'histoire en fait de ce sabre Flissa, qu'on trouve également, je pense, dans les musées en Algérie, à musée Ahmed Zabana à Oran, on retrouve ce sabre. Et puis, je voulais rendre hommage à deux personnes. Donc, Abdelkader Farrah, un grand scénographe algérien qui était dans la Royal Academy of Shakespeare, la Royal Shakespeare Academy, et qui a remis en fait en 2016 l'ensemble de ses collections, tout ce qu'il avait comme œuvre, notamment les masques, il les a remis donc au Théâtre national algérien. Et il y avait donc un projet donc, de faire toute une exposition sur ces musées. Donc il y avait Ziani Sherif Ayed, le metteur en scène. Et puis. Je pense qu'il y a un livre aussi qui accompagne toute son œuvre. Absolument. Un livre dans lequel il mentionne les autres scénographes qui ont travaillé avec lui, entre autres Arzq El Arbi. Oui, et Arzq El Arbi, en fait, il était donc il travaillait sur le masque dans la représentation théâtrale. Donc il allait préparer tout un travail sur le masque et la tradition donc, théâtrale, puisque lui, il était un grand décorateur de films et de théâtre également, puisqu'il a travaillé dans le film comme La montagne de Beya qu'on a vu avant-hier dans l'émission de Amir Nebesh. Et lui, donc, il a... Très belle scénographie, elle est magnifique dans ce film. Il a travaillé sur les costumes aussi, une recherche sur les costumes. Sur les costumes, et puis pour sa thèse, il a travaillé sur les tatouages, au Maghreb, donc, par rapport à ça. Et nous allons écouter un petit passage où il rappelle un peu le travail sur les masques. Et le masque est une relation presque, comment dire, impossible. Donc il a beaucoup travaillé, enfin en tous les cas, il a travaillé, ça c'est sûr qu'il a travaillé, puisqu'il a eu même des prix sur des masques, il a réalisé des masques. Et là, on voit qu'il s'est intéressé vraiment à toutes les parties du monde, aux masques de toutes les parties du monde, en partant du théâtre, le romain, la comédie dell'arte, les clowns, les masques africains, les masques de l'Asie. Voilà. Et puis... Dire que Arzq El Arbi, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un grand plasticien algérien donc, qui est décédé la semaine écoulée. Donc voilà, il repose en paix donc, dans le cimetière de
Aïn Allah, du côté de Bouira, en fait, de Sidi Abdallah, du côté de Bouira. Et on rappelle aussi que Abdelkader Farrah, il a commencé déjà, lui, il est donc de Sal Bukhari, il a travaillé déjà comme homme de théâtre d'Algérie pendant la période coloniale où il a été même expulsé. Il s'est retrouvé donc en France, il a travaillé donc à Paris, à Strasbourg comme designer donc de costumes de théâtre, etc. Et par la suite, il a été en Angleterre, dans la Royal Shakespeare Academy. Il faut rappeler qu'il a travaillé avec le grand Peter Brook. Et c'était quelqu'un qui a émerveillé en fait le monde du théâtre. Il était très créatif, ouais, ça se voit à travers les masques notamment, qui sont inspirés de plusieurs cultures, comme disait Al-Rizq El-Arbi tout à l'heure. Oui, les masques africains, les masques précolombiens, les masques du côté de l'Indonésie, il y a des masques, etc. C'est impressionnant. D'ailleurs, il parle aussi du théâtre, des masques du théâtre, du Commedia dell'arte, donc de Goldoni. Donc vraiment, c'est impressionnant et j'espère qu'on pourra voir cette exposition par rapport à tout ce qu'a fait ces deux grands du théâtre. Donc Farrah et Abdelkader Farrah et Al-Rizq El-Arbi, sans oublier également Ziani Cherif Ayad, oui, le père d'Al-Qal'a. Voilà, nous passons également donc à la littérature, puisque l'ancien directeur de l'Institut Cervantes à Alger, Antonio Gil de Carrasco, vient d'éditer son autobiographie, donc ses écrits autobiographiques del Palmar, Troy, à l'Institut Cervantes. Donc la particularité en fait de ce livre, c'est que donc il a commencé à faire les ventes dédicaces, à enchaîner donc les rencontres dans tous les centres Cervantes à travers le monde. Et la particularité, c'est que les recettes de ce livre vont à la Palestine peut-être. À la Palestine. Ah, j'avais deviné. Pour déjà donc financer la construction d'une école et d'un hôpital. Donc, il est en train de tout faire pour un petit peu ramasser le maximum de recettes pour qu'il puisse financer. Et nous savons que la Palestine, notamment Gaza, aujourd'hui, c'est un cimetière à ciel ouvert. Donc, tout a été bombardé. Toutes les infrastructures ont été quand même mises à terre. Les hôpitaux, les écoles, les mosquées, les églises, tout en fait. Jusqu'aux routes, et ça m'a choqué. Oui, tout. Les routes ont été massacrées. Et puis hier, ils ont attaqué carrément Rafah, qui est pratiquement le seul point d'accès. C'est l'extrême limite. Oui, justement. oui, c'est le seul point où les gens s'abritent de la guerre, ou également c'est là où il y a le point d'accès des marchandises et pour soutenir les Palestiniens qui vivent pratiquement le spectre de la famine en fait. Voilà. Et pour rester dans la Palestine, il y a également un grand artiste urbain britannique qui s'appelle Bronski, est très connu, on le voit sur la toile. Et lui, donc, il a pris carrément position pour la Palestine et ses interventions. Donc, on voit par exemple ici comment il montre donc la bravoure des Palestiniens qui peuvent carrément faire du saut en hauteur pour pouvoir y aller au-delà du mur, en fait. Le mur de la honte, effectivement, le mur de la honte. Qui reste toujours au-dessus d'eux quand même, malgré, on le voit dans cette image. Oui. Et il y a aussi ces enfants on s'attaque aussi à l'innocence, qui est là à jouer à la balançoire et puis on les voit balance, à travers juste leurs ombres. On le voit que les ombres. C'est très poignant comme expression. Oui, mais voyons, c'est pratiquement un décor hollywoodien. On ne te dit pas que c'est une guerre, on a l'impression que c'est un décor d'un film, mais c'est la réalité en fait. Aujourd'hui, on oublie qu'on est dans la réalité. Mais c'est carrément, c'est tragique, c'est ce qu'on voit. Et puis on voit aussi comment même l'animal, en fait, il est suspect, en fait, par rapport à l'entité sioniste qui est là et qui ne peut pas reconnaître, en fait, qui ne connaît pas les codes de ce pays, en fait. Ça me rappelle le film de Noces de Galilée, où on voulait faire sortir un animal d'un champ miné. Il n'y avait que le Palestinien qui est là
a appelé ce cheval lui disant Ya hala, pour le faire sortir des cheminées. Donc, pour dire un peu que ces gens-là sont des étrangers de cette terre, en fait. En fait, il y a beaucoup. Vous pouvez aller sur la page Facebook Bransky, où vous allez voir en fait cette invitation pour la Palestine. Les gens qui sont au-delà du mur et qui sont en train d'espérer, ça reste une lueur d'espoir pour retrouver demain la Palestine et la capitale Al-Quds, en fait. L'éternelle capitale de la Palestine, oui, comme le disait une consoeur de la radio. Oui. Donc, effectivement, Al-Quds, j'espère, sera libéré un jour et qu'on verra une image aussi belle d'une ville reconstituée à l'ancienne, qui sait. Oui. Et pour terminer, c'est un hommage à notre chère Sofia Chouban qui nous a quittés avant-hier, Allah yarhamha, et qui a tout donné pour la télévision algérienne. Et c'était toute sa vie. Oui, je me rappelle en 1996, quand elle était là avec nous en tant que correctrice, elle a commencé déjà à travailler, et puis elle avait tout un parcours dans la presse écrite, elle avait tout un background, elle a été même, elle était parmi les dernières qui ont couvert le festival de Babel, festival de Babylone, en fait, en Irak, c'était l'une des dernières qui a réussi. Qui avait été sur les lieux. Oui, qui a travaillé, qui a été même, il y avait même le grand opéra Aïda, et par la suite, elle a fait un grand travail, notamment, elle a réussi en fait à redonner vie aux archives. Elle a travaillé des contenus culturels à base d'archives, mais c'est donner une seconde vie à ces images. Je me rappelle, le Shahid Al-Hajj Omar, je lui ai demandé une fois de travailler sur le parcours de Hajj Omar, et elle a retrouvé la chanson Le Cireur de Hajj Omar. Et vous savez que suite à cette chanson, que le président de la République de l'époque, Ahmed Ben Bella, a interdit en fait le métier de cireur. Oui, c'était ce qu'elle a fait. Et on rappelle qu'elle a sillonné le pays de bout en bout. Absolument. Oui, elle a le sud, le nord, elle a parcouru l'ensemble du territoire algérien. Oui, et je voulais dire que notre collègue de l'information, le présentateur Mohamed Terichine, lui a consacré un poème, Marthiya, en arabe. Et j'aimerais bien lire ce petit poème en hommage à Sofia Chouban. كان يوما أعذبا رطبا نديا حين عبت من نداها للدنيا كيف تنساب إلى القلب ماء في صفاء دام أحياء وريا أنبتها كل أرض مثل زهر وعبير فوق أفنان ترحل اليوم كما كانت ملاكا من شداها لم تذق إلا نقيا في هدوء ودعت صحبا ومبنى كان يسري صوتها فيه شجيا بلغ الحس جميلا حدبا في رداء كان أجنبيا. C'est pas mal. ذكرك العالي بما أفنيت يبقى ليس يبلى صافيا دوما كصوفيا. Donc, merci beaucoup. C'est un poème de notre collègue Mohamed Terichine, et il rappelle en fait tout le travail qu'elle a réalisé. Un très bel hommage en tout cas rendu à Sofia Chouban. Merci infiniment. Il termine par Safia, la pureté. La pureté. Qu'elle repose en paix dans un autre meilleur, Inch'Allah, dans un monde meilleur, Inch'Allah. Allah yarhamaha, Sofia Chouban. Donc merci Yazid, merci à tous ceux qui étaient avec nous depuis ce matin. Passez une excellente fin de journée.